Bonjour à tous, mathématiques et intelligence artificielle, premier épisode, les langages formels. David, l'androïde interprété par Michael Fassbender, est en fait le véritable personnage central du film de science-fiction Prometheus de Ridley Scott. Dans Alien Covenant, Michael Fassbender interprète également Walter, le gentil androïde qui va s'opposer à David, son homologue destructeur. Au travers des androïdes présents dans chaque épisode de la saga Alien, apparaît une manifestation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est à l'information ce qu'est le nucléaire à l'énergie. L'une comme l'autre peuvent servir l'humanité ou la servir, voire à terme l'éliminer. L'objectif de ce premier épisode est de donner une culture générale sur les langages formels dans le cadre de l'intelligence artificielle. Les notions abordées ici nous serviront à mieux appréhender la logique formelle, le lambda calcul, ou encore les machines de Turing. Ce n'est donc pas du tout un cours complet exhaustif sur la théorie des langages formels, qui s'inscrirait dans le cadre de l'informatique théorique, afin par exemple de construire des compilateurs pour les langages de programmation. Ceci est une vidéo de culture générale sur la théorie des langages formels orientée mathématique pour l'intelligence artificielle. Les langages dont il sera ici question seront des langages écrits. Commençons par des notions mathématiques très générales. Première partie, ensemble, applications, lois, relations, etc. Nous exposons ici les notions fondamentales qui vont nous servir par la suite à définir les langages formels, les graphes, ou encore les automates finis. Commençons par les ensembles et les éléments. La notion première est celle d'ensemble. Un ensemble est un objet mathématique pouvant contenir ou non d'autres objets mathématiques. Un ensemble peut être vu comme une sorte de sac. L'ensemble, noté ici grand E, contient les éléments petit a, petit b, petit c, alors que D et E sont en dehors de l'ensemble. On note grand E égale A, B, C entre accolades. A appartient à E, alors que D n'appartient pas à E. Les éléments d'un ensemble sont en vrac, ils ne sont pas dans un certain ordre. Ainsi, E égale ABC, ou encore ABAC, ou encore CAB. Un ensemble très particulier est l'ensemble vide. C'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. On le note avec un O barré. Un ensemble peut contenir un autre ensemble. Ici, B est contenu dans A. On note B inclus dans A, et bien sûr, A n'est pas inclus dans B ici. B est appelé sous-ensemble ou encore partie de A. L'ensemble vide est une partie, un sous-ensemble de tout ensemble. Donc, quel que soit un ensemble A, le vide est inclus dans A. L'ensemble des parties, noté P de E, d'un ensemble E, est l'ensemble de tous les sous-ensembles que l'on peut former sur E. Par exemple, si E égale 0, 1, l'ensemble des parties de E, c'est le vide, puisque le vide est toujours un sous-ensemble d'un autre ensemble. Les singletons, c'est-à-dire les ensembles à un seul élément, 0 et 1, et l'ensemble E lui-même. Par conséquent, l'ensemble vide et l'ensemble E sont toujours des éléments de l'ensemble des parties. Abordons maintenant des opérations que l'on peut effectuer sur des ensembles. Sur l'ensemble des parties, on définit l'opération dite d'union. Par exemple, si E est égal à 0,1 et F est égal à AB, E union F, c'est l'ensemble de tous les éléments contenus à la fois dans E et dans F. Donc E union F ici vaut 0,1 AB. On définit également l'opération d'intersection. Par exemple, si E est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5 et F est égal à 2, 4, 6, 8, 10, l'intersection E inter F, ce sont les éléments communs à E et à F, ici 2 et 4. Partant de deux ensembles, on peut fabriquer un nouvel ensemble appelé produit cartésien. E croix F est égal au couple dont le premier élément est formé par un élément de E et le deuxième élément un élément de F. Ici E croix F possède 4 éléments, les couples 0A, 0B, 1A et 1B. Il ne faut pas confondre une paire, c'est-à-dire un ensemble à deux éléments, où l'ordre n'a pas d'importance, xy égale yx, et un couple, noté entre parenthèses, où l'ordre est important. Donc attention, la paire xy est égale à la paire yx, mais le couple xy est différent du couple yx. Nous définissons maintenant les notions de correspondance, d'application et de fonction. Grâce à la notion de produit cartésien,
Nous pouvons définir le concept de correspondance entre deux ensembles. Une correspondance n'est autre qu'une partie, c'est-à-dire un sous-ensemble, du produit cartésien E croix F. Nous avons représenté ici les choses de manière graphique. L'élément A de E est relié à deux éléments de F, D et E. Et l'élément B de E n'est relié à aucun élément. De même, l'élément C de F n'est relié à aucun élément de E. Ici, pour matérialiser cette correspondance, nous écrivons que petit c, la correspondance entre E et F, c'est égal au couple AD, qui signifie que A est relié à D, et le couple AE qui matérialise la relation entre A et E. E est appelé ensemble de départ, grand F est appelé ensemble d'arrivée. D et E sont appelés images de A, et A est appelé un antécédent de D. Une application est une correspondance particulière. C'est une correspondance dans laquelle chaque élément de l'ensemble de départ a une et une seule image. La notion d'application est très utilisée en mathématiques. Pour le moment, nous considérons que le mot fonction est un synonyme d'application. Voici un exemple d'application entre E et F. Effectivement, tous les éléments de E sont reliés à des éléments de F, mais il ne part qu'une seule flèche de chaque élément de E. Une application est dite injective si quels que soient deux éléments de E, x et x', f de x égale f de x' implique x égale x'. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, autrement dit, f est injective si tout élément de f a au plus un antécédent dans E. Comme on le voit sur cette figure, C a un seul antécédent qui est A, E a un unique antécédent qui est B, et D n'a pas d'antécédent. Ici, l'application f est bien injective. Une application est dite surjective si quel que soit y un élément de f, l'ensemble d'arrivée, il existe un élément x de E, l'ensemble de départ, tel que y égale f de x. Autrement dit, f est surjective si tout élément de f a au moins un antécédent dans E. Comme on le voit sur la figure, A a deux antécédents, B a un antécédent, et il n'y a pas d'éléments de f qui n'ont pas d'antécédent. Enfin, une application est dite bijective si quel que soit un élément de f, l'ensemble d'arrivée, il existe un et un seul x élément de E, l'ensemble de départ, tel que y égale f de x. Autrement dit, une application f est bijective si tout élément de f a un et un seul antécédent dans E, comme on le voit sur la figure. A a un antécédent, B a un antécédent, C a un antécédent. Il n'y a donc pas d'élément de f qui n'ait pas d'antécédent, et tout élément de f a un et un seul antécédent. Abordons maintenant les notions d'associativité, d'éléments neutres et de monoïdes. On note grand N l'ensemble des nombres entiers positifs ou nuls. On les appelle les antinaturels. Grand N est donc égal à 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Munissons grand N de l'opération, on appelle cela une loi d'addition. On obtient le couple N plus. N est un ensemble, plus est une loi. On dit que plus est une loi de composition interne, car, quels que soient M et N deux éléments de grand N, petit n plus petit m appartient à N. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend deux éléments de n, leur addition, leur somme, donne un élément de n. D'autre part, l'addition est associative dans n. Cela signifie que quels que soient trois éléments m, n et p de n, m plus entre parenthèses n plus p égale entre parenthèses m plus n plus p. Autrement dit, l'ordre dans lequel on fait les calculs n'a pas d'importance, on peut placer les parenthèses comme on veut, et du coup ne pas mettre de parenthèses. On peut donc écrire m plus n plus p, il n'y a pas d'ambiguïté. Enfin 0 joue un rôle particulier, il est appelé élément neutre pour l'addition puisque, quel que soit petit n un entier de grand n, n plus 0 égale 0 plus n égale n. Plus généralement, soit E un ensemble muni d'une loi carrée. On dit que le couple E carré est un monoïde si premièrement carré est une loi de composition interne dans E, c'est-à-dire quel que soit m et n des éléments de E, m carré n appartient à E. Deuxièmement, carré est une loi associative, donc ça veut dire que soit trois éléments m, n et p de E, m carré entre parenthèses n carré p est égal à entre parenthèses m carré n carré p. Et troisièmement, carré possède un élément neutre petit e dans grand E, c'est-à-dire que quel que soit petit n élément de E, n carré E est égal à E carré n est égal à n. Dans grand N, l'addition est commutative. Quel que soit m et n appartenant à grand N, m plus n est égal à n plus n. Cette propriété n'est pas nécessaire pour définir la notion de monoïde et explique pourquoi on doit vérifier, dans le cas général, que n carré E est égal à n et que E carré n est égal à n. Une autre notion dont nous aurons besoin dans le cadre des langages formels
est celle de morphisme de monoïdes. On peut construire une application f entre deux monoïdes e carré et f étoile. On dit que f est un morphisme, on dit aussi homomorphisme, entre e carré et f étoile si premièrement, quel que soit a et b, deux éléments de e, f de a carré b est égal à f de a étoile f de b, et deuxièmement, l'image par f de l'élément neutre de e est égale à l'élément neutre de f pour la loi étoile. Voici résumer ces notions sur un schéma. L'image de l'élément neutre pour la loi carré de E devient E étoile, l'élément neutre pour la loi étoile dans F, et l'image de A carré devient F de A étoile F de B. On note Z l'ensemble des nombres entiers positifs ou négatifs, on les appelle les entiers relatifs. Z, ce sont tous les nombres, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2, moins 1, 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini pour les nombres entiers. N est donc un sous-ensemble de grand Z. On note Q l'ensemble des nombres dits rationnels, c'est-à-dire pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, un tiers n'appartient pas à Z, ce n'est pas un nombre entier, alors qu'un tiers appartient à Q. N est donc inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans Q. Enfin, on note grand R, l'ensemble des nombres contenant Q, ainsi que l'ensemble des nombres irrationnels, qui ne peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, comme pi ou encore racine de 2. Donc pi n'appartient pas à Q, alors que pi appartient à R, et n est inclus dans Z, qui est inclus dans Q, qui est lui-même une partie de R. La structure R+, est celle d'un monoïde. Son élément neutre, c'est 0. En effet, quel que soit x appartenant à R, x plus 0 égale 0 plus x égale x. C'est même ce que l'on appelle un groupe, car tout réel admet un symétrique, son opposé pour l'addition, c'est-à-dire que quel que soit un réel x, il existe un réel x' appartenant à R, tel que x plus x' égale x' plus x égale 0. De même, la structure R étoile ou R étoile désigne R privé de 0, est celle d'un monoïde. Son élément neutre est 1. Quel que soit x appartenant à R étoile, x fois 1 égale 1 fois x égale x. Eh bien, la fonction logarithme est un morphisme du monoïde R étoile fois vers le monoïde R+. En effet, l'image par un logarithme de 1, c'est log de 1, qui vaut 0. Or, 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans R étoile, et 0 est l'élément neutre pour l'addition dans R. De même, logarithme de AB, c'est égal à logarithme de A plus logarithme de B. Terminons par la relation d'ordre. Dans l'ensemble R, on définit une relation dite binaire, c'est la relation inférieure-égale. La relation inférieure-égale est dite réflexive, car quel que soit un réel x, x est inférieur ou égal à x. Donc tout réel est relié à lui-même via la relation inférieure ou égale. La relation inférieure ou égale est dite antisymétrique, car quel que soit deux réels x et y, x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x entraînent x égale y. Enfin, la relation inférieure ou égale est dite transitive, car quel que soit trois réels x, y et z, x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z entraînent x inférieur ou égal à z. Plus généralement, soit E un ensemble uni d'une relation R. On dit que R est une relation d'ordre si elle est premièrement réflexive, quel que soit x appartenant à E, x est relié à lui-même. Deuxièmement, la relation R est antisymétrique, quels que soient deux éléments de E, x relié à y et y relié à x entraînent l'égalité x égale y. Enfin, la relation est transitive, quels que soient trois éléments de E, x relié à y et y relié à z entraînent x relié à z. Nous avons terminé la partie relative aux mathématiques générales. Notez quelque chose de très important et qui n'apparaît pas forcément de prime abord. En théorie des ensembles, tout est ensemble, y compris une fonction. Nous reviendrons plus tard sur cette notion et nous verrons des cas où il est intéressant de considérer qu'une fonction n'est pas un ensemble. Mais cela, c'est pour un autre épisode. Deuxième partie, la notion de langage. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un langage? Commençons par quelques exemples. Quand on parle de langage, on pense au langage naturel, le français, l'anglais, l'arabe, le chinois, le russe. On pense aussi au langage de programmation, Python, JavaScript, C#, etc. Au langage de requêtes structurées comme SQL pour les bases de données. Il existe aussi des langages comme LaTeX pour la production de documents. Le langage PostScript est un langage de description de page utilisé par les imprimantes.
Citons également HTML, bien connu, pour décrire les pages web, XML, pour décrire une structure de données. Ce sont des langages structurés de description de données. Plus simplement, les systèmes d'écriture de nombres sont des langages. Les systèmes d'écriture de formules mathématiques sont des langages. Dans tous les cas, il existe des signes, des règles de composition et d'organisation de ces signes. La génétique, l'étude de l'ADN, a posé de nouveaux problèmes en théorie des langages. Finalement, qu'est-ce qu'un langage? Un caractère commun de tous ces langages est l'existence d'un alphabet. Le mathématicien et philosophe allemand Leibniz annonce la logique moderne et rapproche logique et mathématiques, alors que pendant des siècles et des siècles, la logique était plutôt l'accompagnement de la philosophie et était une science parallèle des mathématiques. Précurseur, Leibniz a l'idée d'une langue artificielle permettant une logique mécanisable, et ceci bien avant l'invention de l'ordinateur, qui aura lieu dans les années 40. Le mathématicien, logicien et philosophe allemand Frege est considéré comme le créateur de la logique moderne, le calcul des prédicats. C'est un précurseur des langages formels. Dans son ouvrage Begriffsschrift, idéographie en français, Frege définit un langage formel. Ce langage a pour objectif d'écrire les formules de la logique mathématique. C'est la concrétisation du projet de Leibniz. Le langage de Frege utilise deux dimensions, ainsi A implique B se note de manière graphique, sur deux axes. Voici quelques acteurs majeurs de la logique. Nous en reparlerons sur l'épisode consacré à la logique formelle. Aristote, l'ancêtre, Leibniz, l'intermédiaire, et les précurseurs de la logique moderne, Boole, De Morgan et Frege. Précisons maintenant ce qu'est un langage formel. Troisième partie, langage formel. La théorie des langages formels a comme fondation la théorie des ensembles, que nous avons étudiée dans la première partie. Tout commence avec la notion de symbole et d'alphabet. Commençons donc par définir ce qu'est un symbole et un alphabet en théorie des langages formels. Un symbole, on dit aussi une lettre ou encore un caractère, est tout simplement un signe utilisé par un langage formel. Par exemple A, 1, flèche vers la droite, un trèfle, une face de D. Un alphabet, que l'on note en général sigma, est un ensemble qui doit être non vide et fini de symboles. Par exemple l'alphabet ABC, l'alphabet qui comporte les flèches vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, l'alphabet qui comporte toutes les faces d'un dé à 6 faces, ou encore un alphabet qui contient les différentes pièces d'un jeu d'échecs. D'un point de vue purement théorique, les symboles utilisés ne sont pas importants. En fait, seul compte le nombre d'éléments de l'alphabet sigma. Mais par rapport à un problème concret, les symboles seront choisis en fonction du problème à résoudre, bien que la théorie générale soit indépendante du choix de ces symboles. Voici un exemple d'alphabet sigma, composé des lettres A, B, C et D. Nous avons défini un alphabet comme étant un ensemble non vide. Par conséquent, l'alphabet le plus simple que l'on puisse construire est un alphabet qui contient un seul symbole. Par exemple, sigma égale le singleton A. À partir d'un alphabet, nous pouvons maintenant construire des mots. Donc définissons ce que sont les mots. Un mot, on dit aussi une chaîne, est une suite finie de symboles d'un alphabet sigma. Par exemple, AAABA, une succession de flèches, une succession de 2 faces 6 d'un dé à 6 faces, ou encore une succession de 3 pions noirs dans un jeu d'échecs. La longueur d'un mot est une notion tout à fait intuitive, c'est le nombre de caractères dont est composé le mot. On appelle mot vide l'unique mot de longueur nulle. On le note en général epsilon ou encore 1 pour une raison que nous verrons tout à l'heure. Le mot le plus court que l'on puisse former est donc le mot vide. Viennent ensuite les mots de une lettre, de 2 lettres, etc. Soit sigma un alphabet. L'ensemble de tous les mots formés sur sigma est noté sigma étoile. Nous justifierons tout à l'heure pourquoi on note sigma étoile. Sigma étoile est un ensemble infini, mais dénombrable puisque sigma est un ensemble fini. Prenons le cas où l'alphabet est égal à la lettre A. Sigma étoile contient le mot vide epsilon, A, AA, AAA, le mot AAAA, etc., etc. Si notre alphabet de départ contient les caractères A et B,
sigma étoile contient le mot vide epsilon, AB, AA, AB, BA, BB, AA, etc., etc. Par convention, nous noterons ici en italique et avec les dernières lettres de l'alphabet des signes désignant des mots. Par exemple, U égale AABA ou encore V égale AAA. Nous pouvons maintenant définir ce qu'est un langage formel. Donnons donc la définition d'un langage formel dans le cadre de la théorie des langages formels. On appelle langage formel tout sous-ensemble de sigma étoile. Un langage est donc tout simplement un ensemble, et plus précisément, c'est une partie de sigma étoile. Voici quelques exemples. Nous partons de l'alphabet le plus simple possible, sigma égale A. Sigma étoile sont donc toutes les combinaisons de signes, et en l'occurrence ici uniquement du signe A et du mot vide, epsilon, A, AA, etc. C'est un langage. Le langage L1 est le langage vide. Le langage L2, à ne pas confondre avec le langage vide, est le langage qui contient uniquement le mot vide. Un autre exemple, ce serait le langage qui contient uniquement le symbole A, enfin le mot A. Un autre langage contiendrait les mots A, AA. D'autres exemples de langage sont donnés dans la colonne de droite. Par exemple, L8, c'est sigma étoile. Sigma étoile est un langage. Ce qui apparaît au travers de ces exemples est que certains langages sont finis et d'autres langages sont infinis. Par exemple, L6, c'est le langage dont les mots ont une longueur paire, alors que L7 est le langage composé de mots de longueur impaire. Mais L6 et L7 sont des langages infinis, comme L8, qui est sigma étoile lui-même. Un langage L sur un alphabet sigma est donc une partie de sigma étoile. Donc l'ensemble de tous les langages possibles construits à partir d'un alphabet sigma n'est autre que l'ensemble des parties, c'est-à-dire P de sigma étoile. Deux opérations naturelles vont apparaître sur les langages, puisque les langages sont, nous l'avons vu, des ensembles. Un langage étant un ensemble, on peut construire un nouveau langage en utilisant les opérations ensemblistes classiques que sont l'union et l'intersection de deux ensembles. Voyons cela sur un premier exemple. Sigma égale AB, sigma étoile c'est epsilon, AB, AA, etc. Et prenons le cas d'un langage L1 qui contient epsilon A, B, AA et un langage L2 qui contient epsilon, BBB et BBBB. L3 est formé du langage composé de l'union de L1 et de L2. On obtient epsilon, AB, AA, BBB et BBBB. Exemple d'intersection de deux langages, L1 c'est epsilon ABAA, L2 c'est epsilon BBB BBBB, et bien L4 formé par l'intersection de L1 et de L2, c'est tout simplement le singleton qui se réduit au mot vide. La théorie des ensembles nous sert à construire la théorie des langages, mais finalement, qu'est-ce qu'apporte la théorie des langages par rapport à la théorie des ensembles? Comment caractériser les langages, en plus de la notion d'ensemble? C'est une opération que nous ne connaissons pas en théorie des ensembles qui va être déterminante. Cette opération s'appelle la concaténation. Étudions donc maintenant l'opération de concaténation. Une opération appelée concaténation permet de construire de nouveaux mots. Soit U et V, deux mots. On note UV ou encore U.V, la concaténation de U et de V. Il est évident que cette opération n'est pas commutative. En général, UV est différent de VU. Voici un exemple. Le mot U est composé des caractères ABB et le mot V est composé des caractères BBBA. UV est égal à ABB, BB, BA. Notez que la notation de la concaténation ressemble à un produit. On appelle donc parfois cette opération tout simplement produit entre deux mots. Le produit de deux mots, c'est donc la concaténation de deux mots. Certes, la concaténation n'est pas commutative, elle est par contre associative. Quels que soient trois mots de sigma étoile, UV entre parenthèses W est égal à U entre parenthèses VW. Cette opération de concaténation possède également un élément neutre. C'est tout simplement le mot vide. Quel que soit un mot de sigma étoile, U epsilon égale epsilon U égale U. D'un point de vue algébrique, sigma étoile muni de point est un monoïde non commutatif. Effectivement, point est une loi de composition interne, point est une loi associative, et point possède un élément neutre qui est le mot vide. On définit également, et c'est très intuitif, la notion de préfixe, partie qui se trouve à gauche d'un mot, et qui s'obtient donc par concaténation. Ici U est le préfixe de W, puisque W s'écrit UV.
Dans le deuxième exemple, V est suffixe de W, puisque W s'écrit comme la concaténation UV. Enfin, dans le troisième exemple, V est appelé facteur, puisqu'il est entouré par un préfixe et par un suffixe. Nous abordons maintenant un thème qui prendra de l'importance par la suite, l'étoile de Kleene. En utilisant la concaténation, on peut construire de nouveaux ensembles, comme on l'a fait avec l'intersection et avec l'union. En théorie des langages formels, l'union est souvent considérée comme une opération d'addition, alors que la concaténation est considérée comme une opération de multiplication. Commençons par la notion de produit d'alphabet. Sigma, sigma prime, ce sont les caractères S et T, où S est un élément de sigma et T un élément de sigma prime. Si sigma est égal à AB et sigma prime égale à 0,1, alors sigma sigma prime, c'est la concaténation, le produit de l'ensemble AB et de l'ensemble 0,1, c'est-à-dire A0, A1, B0 et B1. On s'aperçoit donc que le produit d'alphabet est un langage. Effectuons maintenant le produit d'un alphabet par lui-même. Sigma, sigma, ce sont les caractères S et T tels que S appartient à sigma et T appartient également à sigma. Par convention, sigma puissance 0 est réduit au singleton contenant le mot vide. Sigma puissance 1 est égal à sigma. Sigma carré, c'est sigma sigma. Et sigma n plus 1, c'est sigma multiplié par sigma puissance n. Prenons un exemple. Sigma égale AB. Sigma 0, c'est epsilon. Sigma 1, c'est AB. Sigma 2, c'est sigma sigma. Donc AB multiplié par AB, c'est-à-dire AA, AB, BA et BB. Et sigma 3, c'est un ensemble un petit peu plus grand, c'est la concaténation sigma sigma 2, qui contient donc AAA, AAB, ABA, etc. De la même façon que nous avons multiplié des alphabets, nous pouvons également multiplier des langages. LL', c'est le langage formé par la concaténation de mots U et de V, où U est un élément de L et V un élément de L'. L puissance 0 se réduit au singleton contenant le mot vide, L1 c'est L, L2 c'est LL, et Ln plus 1 c'est bien entendu L multiplié par L puissance n. Enfin, nous introduisons la notation étoile de Kleene. Sigma étoile, c'est l'union de i supérieur ou égal à 0 des sigma i. Et ceci explique la notation sigma étoile vue plus haut, puisque sigma étoile, c'est l'union de sigma puissance 0 avec sigma 1, avec sigma 2, avec sigma 3, avec sigma n, etc. C'est-à-dire l'union du mot vide, de sigma 2, de sigma 3, de sigma n. On retrouve bien la définition de sigma étoile, l'ensemble de tous les mots possibles. De la même façon, nous définissons L étoile, l'union pour i supérieur ou égal à 0 des Li, c'est-à-dire L puissance 0, union L1, union L2, union L3, etc. Soit encore L étoile égale le singleton contenant le mot vide, union L, union L2, union L3, etc. Si L est égal à l'ensemble vide, alors L étoile se réduit au singleton contenant le mot vide. Stephen Kleene, c'est un mathématicien, un logicien américain. Ses travaux ont entre autres porté sur la logique mathématique, en particulier la théorie de la récursion, et c'est l'inventeur d'un concept bien connu qu'on appelle les expressions régulières. Quel est le problème central de la théorie des langages formels? C'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Ce problème central est le suivant. Est-ce qu'un mot U appartient ou non à un langage L? Comment résoudre ce problème? Dans le cas où le langage est un ensemble fini, c'est facile. On regarde si le mot appartient à la liste des éléments du langage. Oui, mais si jamais le langage est infini, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si un mot U appartient à un langage infini L? Est-ce qu'il existe une procédure de calcul fini, c'est-à-dire un nombre fini d'opérations permettant de décider si un mot U appartient ou non à un langage L? C'est ça le problème central de la théorie des langages formels. Comment vérifier qu'un mot U appartient ou n'appartient pas à un langage infini L? Il est temps de faire le point. Nous avons défini les termes de symboles. Par exemple, A est un symbole. Nous avons défini le terme alphabet, que l'on note en général sigma. Par exemple, sigma égale AB. C'est un alphabet composé de deux symboles, A et B. Nous avons défini le terme mot. C'est une suite de symboles. Par exemple, U égale AABA.
Les mots, symboliquement, sont notés par une lettre de la fin de l'alphabet en italique, alors que les symboles sont notés de manière normale. Un langage, par exemple, c'est epsilon, AB, AB, BA, où epsilon désigne le mot vide, c'est-à-dire un mot, le seul mot, qui a une longueur vide. L'ensemble de tous les mots possibles sur un alphabet sigma est noté sigma étoile. Par exemple, sigma étoile égale epsilon, le mot vide, A, B, AA, AB, BA, BB, AAA, AAB, etc. Sigma étoile est un ensemble infini mais dénombrable, alors que P de sigma étoile, qui est l'ensemble de tous les langages possibles construits sur un alphabet sigma, est un ensemble infini mais qui lui est indénombrable. Nous avons défini trois opérations essentielles. La somme, c'est-à-dire l'union de deux langages, L plus L', le produit, c'est-à-dire la concaténation de deux langages, LL', et l'opération dite étoile, L puissance étoile, c'est l'union pour n appartenant à n des L puissance n. Les opérations somme, produit et étoile sont dites opérations rationnelles. Par contre, le complémentaire et l'intersection, qui sont également des opérations ensemblistes, sont des opérations dites non rationnelles. Le problème central de la théorie des langages, c'est déterminer si un mot U appartient ou n'appartient pas à un certain langage L. Un autre problème central de la théorie des langages formels, c'est d'être capable de générer un mot U appartenant à un langage L. Partant d'un langage L, comment générer des mots appartenant à ce langage? Ces problématiques vont déboucher sur, par exemple, les notions d'automate fini ou encore de grammaire formelle. Intuitivement, on sent bien qu'il existe des langages plus compliqués que d'autres. Ainsi, les langages finis sont bien évidemment plus simples que les langages infinis, simple étant à prendre ici au compte de la résolution des problèmes centraux que sont la génération et la reconnaissance des mots d'un langage donné L. Parmi les langages infinis, certains sont sans doute plus compliqués que d'autres. Le cas des grammaires formelles conduit à la classification du linguiste Noam Chomsky. Noam Chomsky est un linguiste américain, professeur au MIT. Ses travaux ont eu une influence considérable à la fois sur la linguistique, l'étude des langues naturelles, et sur les langages formels. La classification de Chomsky comporte 4 niveaux. Le niveau 3, les langages rationnels, le niveau 2, les langages algébriques, le niveau 1, les langages contextuels, et le niveau 0, les langages dits récursivement énumérables. Nous allons commencer par le type le plus simple, c'est-à-dire les langages rationnels. C'est le type 3 dans la classification de Noam Chomsky. Les langages rationnels sont également appelés langages réguliers. Cinquième partie, les langages réguliers. Les langages réguliers sur un alphabet sigma forment un ensemble noté R, qui est un sous-ensemble de l'ensemble de tous les langages possibles. R est donc inclus dans P de sigma étoile. Définition: l'ensemble R des langages réguliers est défini de la manière suivante. Soit sigma un alphabet. Premièrement, le vide est un langage régulier. Deuxièmement, le singleton contenant le mot vide est un langage régulier. Troisièmement, quel que soit un symbole de l'alphabet, le singleton contenant ce symbole est un langage régulier. Et quatrièmement, quel que soit A et B deux langages réguliers, A plus B, AB et A étoile sont des langages réguliers. Remarque, tous les langages finis sont des langages réguliers. Certains langages réguliers sont infinis et la plupart des langages infinis ne sont pas réguliers. Rappelons que AB étoile, c'est AB puissance 0, union AB puissance 1, union AB puissance n, union jusqu'à l'infini. C'est-à-dire le singleton contenant le mot vide, la paire AB, union les 4 combinaisons possibles AA, AB, BA, BB, etc., etc. Exemple numéro 1. Soit un alphabet sigma. Le langage LP des mots de longueur paire s'écrit LP égale sigma sigma étoile, soit encore sigma carré étoile. Le langage LI des mots de longueur impaire peut s'écrire LI égale sigma LP étoile. Exemple numéro 2. On considère de nouveau l'alphabet sigma qui contient les deux symboles A et B. Considérons le langage L qui contient au moins une fois la séquence AA. On peut écrire grand L sous la forme AB étoile, AA, AB étoile, ou encore sigma étoile, AA, sigma étoile. Les langages réguliers peuvent se construire facilement à l'aide d'expressions dites expressions régulières. Les expressions régulières offrent une syntaxe concise. Définition:
soit sigma un alphabet. Les expressions régulières RE en abrégé sur un alphabet sigma sont définies inductivement par, premièrement, le mot vide et l'ensemble vide sont des expressions régulières, mais attention ici, l'ensemble vide est simplement un symbole, ce n'est pas un ensemble. Pour tout x de sigma, x est une expression régulière. Pour toute expression régulière E1, E2, E1 plus E2 est une expression régulière. De la même façon, E1, E2 est une expression régulière et E étoile est une expression régulière. Remarque numéro 1. Les expressions régulières forment donc un système abrégé de notation des langages réguliers. Remarque numéro 2. Les expressions régulières sur un alphabet sigma forment un langage dont l'alphabet est obtenu par sigma union les symboles parenthèses ouvrantes et fermantes, le vide, plus, étoile et epsilon. Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples? Premier exemple, sigma est composé des symboles A et B. Sigma prime est donc composé des symboles AB, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, vide, plus, étoile et sigma. Le langage qui ne contient que le symbole A va s'écrire tout simplement A. Et le langage qui correspond à l'alphabet lui-même va s'écrire tout simplement A plus B. Deuxième exemple, toujours avec le même alphabet A et B. L'ensemble de tous les mots possibles s'écrit tout simplement A plus B étoile. Exemple numéro 3, on garde toujours le même alphabet. L'ensemble de tous les mots non vides s'écrit A plus B étoile. Exemple numéro 4. L'ensemble des mots contenant au moins une fois le symbole A s'écrit A plus B étoile, A plus B étoile. Cinquième exemple, mots avec des blocs de A de longueur paire, AA plus B étoile. Sixième exemple, mots avec un nombre pair de A, AB étoile A plus B, le tout étoile. Septième exemple, mots commençant par le symbole A plus B étoile. Huitième exemple, mot finissant par le symbole B, A plus B étoile, B. Neuvième exemple, mot n'ayant que des A ou que des B, A étoile plus B étoile. Les expressions régulières sont-elles spécifiques des langages réguliers? Absolument, comme l'indique le théorème suivant. Théorème, un langage est régulier si et seulement s'il est décrit par une expression régulière. Mais tous les langages ne sont pas réguliers. Comment le savoir? Comment montrer qu'un langage n'est pas régulier? On peut par exemple utiliser le lemme de l'étoile. Voici ce lemme. Il a été publié en 1961 et existe sous différentes versions. En voici une. Pour tout langage régulier L, défini sur un alphabet sigma, il existe un entier grand N, tel que pour tout mot Z de L de longueur supérieure à N, Z se factorise sous la forme UVW, avec UVW appartenant à sigma étoile, l'ensemble de tous les mots possibles, et tel que V est différent du mot vide, tel que la longueur UV est inférieure ou égale à grand N, et tel que UV étoile W est un mot du langage grand L. Le lemme de l'étoile nous donne une condition nécessaire mais non suffisante de régularité. On s'en sert donc en général non pas pour démontrer qu'un langage est régulier, mais pour démontrer qu'un langage n'est pas régulier. Nous allons utiliser le lemme de l'étoile pour montrer que le langage A puissance n, B puissance n avec n un entier supérieur ou égal à 0 n'est pas un langage régulier. Supposons que ce langage, donc qui est composé des mots de la forme ANBN, soit un langage régulier. Nous allons raisonner par l'absurde. Alors il vérifie le lemme de l'étoile, puisque c'est un langage régulier. Donc il existe un entier grand N, tel que pour tout mot Z de longueur supérieure à N, on peut trouver trois mots, UV, W, tel que V est différent du mot vide, et tel que la longueur de IV soit inférieure ou égale à grand N. Tel que donc notre mot Z s'écrit UVW, et tel que UV étoile W est un mot du langage régulier grand L. Nous allons considérer le mot Z égal à A puissance n, B puissance n. Sa longueur est donc 2n. On a bien longueur de Z égale 2 fois grand N, qui est supérieure à grand N. Donc il existe d'après le lemme de l'étoile, trois mots, UV, W, V étant différent du mot vide, tel que la longueur de UV soit inférieure ou égale à grand N, et tel que Z égale ANBN égale UVW. Tout préfixe de Z de longueur inférieure ou égale à n est nécessairement composé de A, vu la définition de notre langage. Or UV est un préfixe de Z
de longueur UV inférieure ou égale à n. Donc UV ne comporte que des symboles A. Il existe donc deux entiers P et Q, tels que U égale A puissance P, V égale A puissance Q, et P plus Q inférieur ou égal à n. Donc Z, qui s'écrit au départ A puissance n, B puissance n, est égal à AP à Q, W, avec W qui comporte éventuellement des symboles A puissance n moins P moins Q, puis des symboles B, B puissance n. L'expression UV étoile W du lemme de l'étoile s'écrit donc UV étoile W égale A puissance P, A puissance Q étoile, A puissance n moins P moins Q, B puissance n, en remplaçant U, V et W par les expressions que nous venons d'obtenir. Cette expression devrait pouvoir se mettre sous la forme A puissance petit n, B puissance petit n, pour appartenir à notre langage L du départ. Prenons le cas où étoile vaut 2. On a l'expression A puissance P, A puissance Q puissance 2, A puissance n moins P moins Q, B puissance n. On obtient A puissance P plus 2Q plus n moins P moins Q, B puissance n, ce qui s'écrit encore en simplifiant A puissance Q plus n, B puissance n, et c'est différent de A puissance grand N, B puissance grand N. Notre raisonnement par l'absurde nous conduit à une contradiction. Le langage L, composé d'une suite de A puis d'une suite de B, n'est donc pas un langage régulier, en dépit de son apparence relativement simple. Est-ce qu'il y a beaucoup de langages non réguliers? Oui, comme nous allons le voir maintenant. Plusieurs niveaux d'infini. La démonstration est la même que celle qui consiste à démontrer que n et r n'ont pas le même cardinal. Georges Cantor est un mathématicien allemand, il est considéré comme le créateur de la théorie des ensembles. Il montra que les réels sont beaucoup plus nombreux que les entiers naturels. Il définit le cardinal d'un ensemble en utilisant la notion de bijection. Le théorème de Cantor, publié en 1891, stipule que le cardinal d'un ensemble est toujours plus petit que celui de l'ensemble de ses parties. Autrement dit, il n'existe pas de bijection entre E et P de E, l'ensemble des parties de E. N est le plus petit des ensembles infinis. Définition. Un ensemble E infini est dit dénombrable s'il existe une bijection entre N et E. Exemple numéro 1. L'ensemble des entiers pairs est un ensemble infini, dénombrable, car on peut trouver une bijection entre N et cet ensemble. Voici cette bijection. À 0, on associe 0, à 1, on associe 2, à 2, on associe 4, etc. À N, on associe 2N. Ainsi, N est l'ensemble des entiers pairs sont en bijection. Ces deux ensembles infinis ont le même cardinal. Exemple numéro 2. Prenons comme alphabet sigma égale AB et montrons que sigma étoile est un ensemble infini dénombrable. On peut en effet trouver une bijection entre n et sigma étoile. Voici cette bijection. À 0, on associe epsilon, le mot vide. À 1, on associe A. À 2, on associe B. À 3, on associe le mot de 2 lettres à A. À 4, à B, etc. Par conséquent, sigma étoile est un ensemble infini dénombrable car il existe une bijection entre n et sigma étoile. Troisième exemple, on déduit de l'exemple précédent que l'ensemble des expressions régulières est un ensemble infini dénombrable. Montrons maintenant qu'il existe des langages non réguliers. Cela revient à montrer que l'ensemble des langages sur un alphabet sigma est plus grand que celui des expressions régulières qui est infini dénombrable. Ceci revient à montrer le théorème suivant. Théorème, l'ensemble des parties P de E d'un ensemble E dénombrable n'est pas dénombrable. Démontrons ce théorème. Il suffit d'effectuer la démonstration sur l'ensemble n des entiers naturels. N, c'est 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Soit P de n l'ensemble des parties de n. Nous allons raisonner par l'absurde, en supposant que P de n est dénombrable. Donc on peut écrire que P de n est composé des éléments qui sont en fait des parties de n, P0, P1, P2, etc. Nous représentons cela sur un tableau. Par exemple, nous considérons que P0 contient les éléments 0, 1, 3, etc. P1 contient les éléments 0, 3, etc. Notre tableau a un nombre infini de colonnes et de lignes. Chaque croix représente l'appartenance d'un entier I à une partie PJ donnée. Considérons maintenant l'ensemble C des entiers I tels que I n'appartient pas à PI. Nous avons représenté quelques éléments de cet ensemble, qui lui aussi est infini, dans le tableau. Ce sont les petits losanges orange. C est donc égal à 1,
3, 4, etc. Il est clair que C est bien une partie de n, puisqu'il ne contient que des nombres entiers. Ce sont les éléments de la diagonale du tableau, tout au moins certains éléments de la diagonale. Puisque par exemple 2, qui est sur la diagonale, appartient à P2, donc 2 n'appartient pas à notre ensemble C. En fait, ceci n'a pas tellement d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que C ne peut être l'un des PI. Car s'il existait K tel que C égale PK, on aurait d'une part, en raison de l'égalité C égale PK, K appartient à C, équivalent à K appartient à PK. Et d'autre part, par définition de C, K appartient à C est équivalent à K n'appartient pas à PK. Nous sommes en face d'une contradiction. Notre raisonnement par l'absurde conduit donc à une contradiction. P de n est donc un ensemble infini indénombrable. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? La conséquence est qu'il existe beaucoup plus de langages non réguliers que de langages réguliers. Car l'ensemble de tous les mots est dénombrable, alors que l'ensemble de tous les langages, qui est son ensemble des parties, est lui indénombrable. Terminons par quelques repères bibliographiques. Nous n'avons noté ici que les ouvrages en français, bien que des ouvrages en anglais aient servi également à préparer cet épisode. Langage formel, calcul et complexité d'Olivier Carton aux éditions Vuibert. Mathématiques de l'informatique, cours exercice corrigé de Patrick Deshornois aux éditions Duno. Introduction à la calculabilité de Pierre Volpert, toujours aux éditions Duno. Louis Frécon, éléments de mathématiques discrètes, paru aux presses polytechniques et universitaires romandes. Mathématiques tout en un pour la licence 2 de Xavier Buff et autres auteurs, là aussi publié aux éditions Duno. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, on attend le prochain épisode consacré à la théorie des automates. Ce sera le deuxième épisode de la série Mathématiques et Intelligence artificielle. Retrouvez la chaîne Math+1 sur Facebook, profil Math+1, sur Instagram, sur Twitter. Merci et à bientôt.